La médaille de Tokyo, c'est un contexte qui est quand même assez particulier parce que c'est des jeux en plein contexte Covid et en fait les équipages internationaux, notamment les Américains et les Australiens, on ne les a pas rencontrés sur les bassins de compétition depuis 2019. Donc en 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Il y en a qui peuvent progresser, d'autres qui peuvent au contraire perdre un peu de niveau. Donc en fait, on est arrivé à Tokyo en ne sachant pas du tout comment est-ce qu'on allait se situer. Déjà, il faisait très chaud. On avait une course qui était programmée à midi. Il y avait du vent défavorable. Donc on se doutait que ça allait être une course qui allait durer longtemps. Pour une fois, on part bien, ce qui n'était pas spécialement notre spécialité. Et après, donc on fait une course bien sûr très intense. On voit que ça se passe bien, que bon, les Anglais sont partis, les Américains sont déjà quand même pas mal aussi devant, mais les Australiens sont bien derrière. Et donc sur cette deuxième moitié de course, je me souviens aussi d'entendre la voix de notre barreur qui donc nous parle pendant toute la course, qui change, avec sa gorge un peu qui se serre par l'émotion, parce que voilà, ça se passe bien, on voit qu'on va certainement décrocher une médaille si on arrive à tenir ça jusqu'au bout. Et je me souviens vraiment bien des derniers instants de course, les 100 derniers mètres, ça dure une quinzaine de secondes. Là pour le coup, on sait que si on fait pas de faute, cette 3e place, cette médaille, elle est pour nous. Et là, oui, c'est vraiment beaucoup de fierté, beaucoup de soulagement aussi, parce que c'est pas facile d'être attendu parmi les médaillables et d'y arriver le jour J. C'est toute la difficulté du sport, être prêt à sortir la bonne course le bon jour. Donc vraiment de la fierté, du soulagement et beaucoup de joie aussi après. Comment j'en suis arrivée là? En fait, moi, donc, je passe le concours des sous-officiers de gendarmerie en 2011, l'année du coup où je valide ma licence de biologie et où j'arrête aussi un petit peu la natation de haut niveau. Et il y avait 2 choses qui m'intéressaient. La première qui était accessible tout de suite, en tout cas si je réussissais les tests d'entrée, c'était le régiment de cavalerie de la garde républicaine. Donc ça a été ma première affectation en sortie d'école. Et derrière, quand j'aurai l'âge et aussi l'entraînement, essayer de tenter le GIGN. C'est très difficile de rentrer au GIGN. C'est sûr que je pense que le sport de haut niveau et la natation, en tant que sport individuel où on se bat face à soi-même, ça m'a beaucoup aidé dans ma préparation. Il faut avoir ce côté un peu d'avoir envie de voir ce dont on est capable et essayer de déplacer ses limites tous les jours, individuellement mais aussi collectivement. Moi j'ai passé mes tests d'entrée en 2016. À la fin des tests, quand on arrive du coup au dernier jour du prestage, c'est pas spécialement de la joie, c'est beaucoup de soulagement. Enfin, c'est fini. Ils vont plus nous sortir des choses insurmontables. Et tout de suite, 2 semaines après, commence la formation. C'est à peu près 12 mois de stage qui s'enchaînent les uns derrière les autres, avec très peu de phases de repos, de récupération. Et malheureusement, moi ma formation elle s'est arrêtée assez rapidement. Elle a débuté en janvier et je me suis blessée à la fin du mois de mars. Cet accident, c'est un accident de parachutisme, c'est-à-dire que ma voile a perdu sa portance à peu près à 10-12 mètres de haut. J'ai vraiment pas eu le temps d'avoir peur. Avec du recul, je pense même que j'ai réagi assez froidement, presque comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. Je me souviens de voir le sol arriver et d'avoir juste eu le temps de me dire ça sert à rien d'ouvrir le parachute de sécurité, il n'aura pas le temps de s'ouvrir, contracte et encaisse quoi. Le moment où ça tape, j'en ai vraiment pas de souvenir. Par contre, le premier souvenir que j'ai quand je suis au sol, c'est que je ne sens pas mes jambes. Et ça, c'est vraiment un gros moment de panique. J'ai le temps de me dire, j'ai 26 ans, je suis paraplégique, et vraiment, est-ce que j'ai envie de vivre dans ces conditions? J'en suis pas sûre. Ouais, j'ai eu le temps de me dire ça. Mais quand les secours militaires sont arrivés, je sentais la douleur qui venait de ma cheville gauche, en fait, qui était fracturée. Cette douleur, finalement, elle m'a énormément rassurée, parce que je me suis dit, j'ai mal, ok, j'ai très mal, mais ça veut dire que je sens mes pieds, je sens ma cheville, et potentiellement, je pourrais marcher un jour. Alors sur l'accident, je me suis fracturé donc la première lombaire et la cheville gauche. La cheville en pas mal de morceaux. Aujourd'hui, j'ai une prothèse interne de cheville. Donc il a fallu 4 opérations de cheville pour en arriver là. Je peux marcher sur un sol plat. Je peux absolument pas courir, sauter, faire des mouvements latéraux. Tout ça, c'est vraiment très difficile, voire même proscrit pour moi. Et au niveau du dos, j'ai ce qu'on appelle une arthrodèse lombaire. Donc ça veut dire que la vertèbre qui a été fracturée, elle a été protégée en la fixant avec celle du dessus et celle du dessous. Donc en fait j'ai 3 étages de vertèbres qui ne bougent plus aujourd'hui. Est-ce que vous avez rapidement compris quand vous êtes à l'hôpital que vous alliez devoir faire une croix sur votre vie d'avant? Ça s'est fait vraiment très progressivement. Initialement, je pensais que je pourrais, avec beaucoup de temps à disposition, retrouver suffisamment de capacité physique pour réintégrer donc, une formation avec une promotion 2, 3, 4 ans après s'il le fallait. Je pense que vraiment de manière très progressive, j'ai commencé moi à comprendre que non seulement ça allait être difficile, mais qu'il y avait une possibilité que ce soit impossible. Il y a eu de l'anxiété, en tout cas beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Jusqu'où est-ce que je vais pouvoir me rétablir? Mais rapidement, on va dire ma curiosité et un peu la sportive aussi en moi s'est fixé ça en fait comme un objectif. Comme un sportif de haut niveau qui ne sait pas quelle est sa limite et qui a envie qu'elle soit le plus loin possible, j'ai vraiment pris la rééducation de cette manière-là. Ça a été long, mais ça a été positif.
En fait, après mon accident, j'ai perdu pas mal d'autonomie dans la vie de tous les jours et donc je suis revenue au domicile de mes parents. Mes parents sont bénévoles ici au club d'aviron à Nogent-sur-Seine. Mon père est président du club et ma mère est secrétaire. Donc j'en entendais beaucoup parler, mais moi je pratiquais pas du tout. Et puis un jour au club, ils ont eu un cadre de la Fédération française d'aviron qui s'est déplacé pour voir un jeune de 16 ans qui était assez prometteur. Et puis comme le font un peu, je pense, tous les parents, même si je suis une vieille enfant, on va dire, ils ont discuté de moi, de l'accident que j'avais eu. Et en fait, ce cadre a dit, mais ça ne l'intéresserait pas d'essayer le para-aviron, parce que de ce que vous me dites, elle a typiquement le profil de ce qu'on recherche. Le lendemain, j'avais le responsable de l'équipe de France para-aviron au téléphone, qui m'a proposé du coup de venir essayer sur un stage qui se faisait à Vers-sur-Marne, donc le futur bassin des Jeux, en décembre 2019, et donc c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Celui-ci, c'est un bateau d'entraînement, donc il n'est pas au poids réglementaire, il est un peu plus lourd, mais un skiff, c'est 14 kg, je crois. Ouais. Donc, non, c'est très encombrant, c'est très gros, mais c'est pas lourd. En fait, dans un bateau de valide, les pieds vont être fixes, ne bougent quasiment pas. C'est la cheville en fait qui plie, qui permet de grouper, de s'accroupir sur l'avant et donc de mettre les pelles dans l'eau et après de pousser. Moi, je ne peux pas faire ça à cause de ma cheville parce que sinon, en fait, je m'arrêterais ce qu'on appelle en demi-coulisse, donc sur une amplitude extrêmement réduite. Donc en fait, l'adaptation qu'on a faite, c'est que mes pieds ne sont pas réellement solidaires du bateau. Et en fait, le fait de pouvoir bouger déjà la chaussure librement, plus la tordre un petit peu, ça me permet d'avoir mon pied en fait qui reste quasiment à l'horizontale et donc de ne pas avoir besoin d'une amplitude de cheville que je n'ai plus aujourd'hui pour pouvoir faire le geste dans son amplitude complète. C'est bon. Voilà. Donc là, la pelle va dans la dame de nage. La dame de nage, c'est cette partie-là qui est mobile, donc au bout du portant. Hop, on l'ouvre, on met la pelle dedans, on referme. Et c'est ce qui va vraiment lier en fait, la force que va déployer le rameur pour faire avancer la coque. En fait, c'est cet axe-là là, qui va tout encaisser et qui permet vraiment, quand le rameur va exercer sa force sur le bateau, ça va faire envoyer le bateau vers l'avant. En tant qu'adolescente, j'avais vraiment cette envie, ce rêve, cet objectif d'avoir une carrière internationale en natation. Je n'ai pas été assez forte pour y arriver. Et finalement, là, de manière complètement inattendue, j'ai cette occasion qui se présente. Et d'un autre côté, c'est quelque chose aussi qui m'a tout de suite vraiment plu. C'est que comme je ne l'avais jamais pratiqué avant mon accident, je ne pouvais pas me comparer à ce moment-là en tant qu'athlète handicapé à athlète valide. Alors qu'en natation, j'ai toujours eu l'impression, même encore aujourd'hui, de courir après, d'essayer de retrouver des sensations que j'avais en tant que valide. C'est un sport d'équipe. J'ai déjà travaillé en équipe avec notamment la gendarmerie et en particulier le GIGN, mais un sport d'équipe, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Dans un 4 barré mixte, qui est donc mon équipage en tant que rameuse paralympique, si vous additionnez des individus très forts individuellement, mais qui ne rament pas réellement ensemble dans leurs intentions, même presque psychologiquement, qui n'ont pas les mêmes envies, ça n'ira pas, ça n'avancera pas. Chacun a ses responsabilités, a sa place dans le bateau. Et le but, c'est qu'on mette tout ça bout à bout pour réussir à former un groupe qui est vraiment très compétent. Donc là, c'est vrai qu'il y a vraiment un parallèle avec le GI qui est très présent. Okay. Ouais. J'ai la chance de pouvoir vraiment vivre de mon sport grâce à mon contrat avec les armées. L'immense majorité des sportifs au sein de l'armée de champions sont tout d'abord des sportifs de haut niveau qui candidatent pour avoir ce type de contrat parce qu'ils ont un attrait pour le monde militaire, ils trouvent qu'il y a des valeurs communes entre le sport de haut niveau et le monde militaire et donc ils signent un contrat de sportif de haut niveau de la défense. Ils sont rattachés à un corps d'armée en fonction aussi de leurs affinités, le profil aussi de leur sport, qui ils sont réellement en dehors du sport. Et donc moi je suis rattachée à la gendarmerie. Vous voyez des valeurs communes, lesquelles par exemple l'engagement, le dépassement de soi, travailler en groupe, chercher la perfection, chercher à être le meilleur possible. C'est vraiment des choses qui sont vraiment communes entre le monde militaire et le monde sportif. Pour la petite anecdote, en fait, quand on était tout juste descendu du podium de Tokyo, la première question qui nous a été posée en zone mixte, c'est qu'est-ce que vous voulez faire pour Paris 2024 ? À ce moment-là, bien sûr, tout ce qu'on a répondu, c'est décrocher une autre médaille. Après coup, dans les mois qui ont suivi, on s'est dit oula, on a peut-être été un petit peu rapide, un peu enthousiaste. C'est jamais acquis. Faire mieux, purement sportivement parlant, oui, on est déjà plus rapide à l'entraînement, mais le niveau a monté et du coup, je ne sais pas si notre 100% de ce jour-là suffira à être sur un podium. Je pense que oui, j'espère que oui, sincèrement, mais il n'y aura pas de place pour pas de marge d'erreur, quoi. Ça rajoute une envie vraiment de performer, le fait que ce soit chez nous,
On a envie de montrer notre savoir-faire, montrer ce qu'on a été capable de fournir à l'entraînement ces dernières années. À Tokyo, il n'y avait pas de public. À Paris, normalement, il y en aura. En plus, moi, je suis presque la locale de l'étape. Donc, il y a pas mal de personnes que je connais qui prévoient d'être présentes ce jour-là. Donc, j'ai vraiment envie, pour nous, pour eux, que ce soit vraiment une réussite sportive et humaine.